Amigo, la vidéo sur les plus grands traîtres de Ligue 1 semble t'avoir particulièrement plu, donc on va continuer. On va même en faire une petite série, et aujourd'hui on s'attaque aux plus grands traîtres de Première Ligue. À tous ces Judas qui ont rapidement troqué l'amour du maillot pour l'amour des zéros sur le chèque. À tous ces joueurs qui ont frappé l'écusson avec fierté, qui ont juré fidélité à un club sans comprendre qu'ils jouent avec les sentiments de milliers de personnes. À tous ces professionnels qui n'ont toujours pas compris que pour nous, ce sport représente tout, et que nous sommes encore trop romantiques, trop naïf pour accepter que vous fassiez des choix de carrière purement pragmatiques. Amigo, comme promis, je vais bientôt organiser un live de 24 heures sur Twitch. Je l'avais promis, c'était mon gage pour les 100 000 abonnés, c'est atteint, donc je vais tenir parole. En attendant, pense bien à me rejoindre sur Twitch, je t'ai mis un lien dans la description. En attendant le live 24 heures, tu peux me retrouver tous les mardis et les jeudis à 11h30 pour une énorme partie sur Football Manager avec l'Olympique Lyonnais. Franchement, elle est magnifique. Et tu peux nous retrouver également tous les dimanches à 11h30 aussi pour kick-off avec toute mon équipe pour décortiquer, débriefer et débattre de toute l'actualité du foot de la semaine. Allez, on commence par le plus évident. William Gallas, le roi de Londres. Ah, il nous a fait le grand chelem, hein. 5 saisons à Chelsea, 4 à Arsenal, et pour finir, 3 à Tottenham. Magnifique. Et puis avec la manière, s'il vous plaît. Le plus drôle, c'est son départ de Chelsea. Il était arrivé là-bas avant que Chelsea ne se fasse racheter par Abramovich. Et avec l'arrivée du milliardaire russe et de Mourinho, il perd sa place au profit de joueurs stars comme John Terry et Ricardo Carvalho. Logique. Alors au début, il s'est accroché, il a accepté de jouer les doublures, il a dépanné un coup à gauche, un coup dans l'axe, en espérant enfin gagner une place. Mais en 2006, il se rend bien compte que c'est peine perdue. Et en plus, Mourinho lui refuse une augmentation. Bon bah là, la coupe est pleine. Qu'est-ce qu'il fait? Bah forcément, il demande à partir. Et en plus de ça, il a une offre. Arsenal. Bon, Chelsea refuse évidemment, Chelsea refuse de vendre un bon joueur, un très bon joueur, à un concurrent direct et à un rival, évidemment. Mais là, Gallas a sorti certainement le plus beau tacle de sa carrière. Qu'est-ce qu'il a fait William Gallas à ce moment-là? Il leur a dit, soit vous me laissez partir à Arsenal, soit je marque contre-manquant à chaque fois que vous me faites jouer. En termes de négociation, on fait difficilement mieux. Bon, son départ d'Arsenal, lui, est un peu moins fun. Certes, il parle pour un autre gros rival de Londres, ok, mais bon. Il était en fin de contrat, Arsène Wenger ne comptait plus sur lui, il avait déjà 33 ans, certainement que l'offre de Tottenham était la meilleure qu'il pouvait espérer à ce moment-là de sa carrière. Mais dans tous les cas, il nous aura fait un sacré triplé. Emmanuel Adebayor. J'ai jamais aimé ce joueur. Qu'est-ce qu'il était moche à voir jouer, c'est terrible. Ah, que ce soit à Metz, à Monaco, à Arsenal, ah franchement... je pouvais pas. Par contre, à City, ah là, il m'a régalé. Bon, je parle toujours pas de football, hein, il était toujours aussi moche balle au pied. Mais sa célébration contre Arsenal, quelle masterclass! Le mec quitte Arsenal pour un autre concurrent au titre, et plutôt que de la jouer fine quand il marque contre le club qu'il a révélé au plus haut niveau, il traverse tout le terrain pour célébrer son but comme un fou devant le parkage visiteur. C'est exceptionnel. Au moins, lui a assumé. Peut-être même un peu trop. On peut comprendre que les fans d'Arsenal lui en veulent encore aujourd'hui. Mais dans le fond, si on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est réellement passé, on peut comprendre Adebayor. Adebayor l'a très bien expliqué en interview, c'est Wenger qui l'a poussé vers la sortie, qui lui a fait comprendre qu'il ne comptait plus sur lui. Et aussi que ça le gonflait que lui et Kolo Touré ne soient pas disponibles pendant la CAN. D'ailleurs, les deux sont partis à Manchester City en même temps. Donc oui, dans ces conditions, une offre comme celle de Manchester City, ça ne se refuse pas. S'il y a un responsable dans cette histoire, c'est plutôt Arsène Wenger qui faisait son business. Et puis trahison, ça va. City, c'était pas non plus un rival historique d'Arsenal. Bon, après, il a signé pour Tottenham. Là oui, il y a une rivalité, il y a une trahison. Mais bon, vu le passif qu'il avait avec Arsenal, avec les supporters qui lui en voulaient à mort et avec Arsène Wenger, on peut comprendre qu'il ne se soit pas gêné des années après pour signer chez les Spurs. Des transferts de joueurs stars d'Arsenal vers d'autres cadres de Première Ligue, il y en a eu un paquet et je ne vais pas spécialement m'attarder dessus parce qu'à chaque fois, c'est le même schéma qui se répète. Samir Nasri, Gaël Clichy, Bakary Sagna, Robin van Persie, tous sont partis parce qu'Arsenal ne faisait aucun effort pour les retenir, parce qu'ils devenaient trop chers. Dans toutes mes recherches, c'est la même chose qui ressort à chaque fois. Soit Wenger leur disait directement de partir, soit on ne leur faisait pas de prolongation pour leur faire comprendre. C'est pas anodin si autant de gros joueurs sont partis d'Arsenal à cette époque-là. Pour moi, il y a eu deux Arsenal entre 2000 et 2010. Il y a celui entre 2000 et 2006, l'Arsenal compétitif, celui qui cherche à gagner, et celui après 2006, qui ne se contente que d'être rentable. C'est donc tout à fait normal pour moi que des top players comme Van Persie ou comme Samir Nasri soient partis dans des clubs comme Manchester City
pour assouvir leurs ambitions, qu'elles soient sportives ou financières. Et dans ces deux cas-là, les deux. À la limite, le seul pour qui c'est un peu plus compliqué à pardonner, c'est Ashley Cole. Lui était quand même très identifié à Arsenal et il se permet de partir à Chelsea, le rival qui vient de se faire racheter par Abramovich. Bon là, il y a quand même un gros côté mercenaire. Surtout qu'à ce même moment, le Real lui faisait la cour. Il aurait pu partir ailleurs. Mais bon, au final, ça reste la même logique. Brian Kidd. Alors là, on est à un niveau de je m'en foutisme absolument démentiel. C'est exceptionnel. Le mec joue 11 ans à Manchester United, grand attaquant du club, il a même été l'un des héros de ce club puisqu'il avait marqué en finale de Coupe des Champions contre Benfica en 68, et juste après, il part à Arsenal. Bon, c'est pas non plus le grand rival, Manchester United venait de tomber en 2e division, c'est pas très classe, mais passe encore. C'est après que le bas blesse, 2 ans après, quand il rentre à Manchester. Mais pas à Manchester United, à Manchester City. Ah là par contre, ça ne passe plus du tout auprès des supporters. Mais on reste encore dans une trahison assez classique, bouge pas. Bon après ça, il finit tranquillement sa carrière aux États-Unis, puis il embrasse une carrière d'entraîneur. Il fait ses classes dans des petits clubs, et devine quel est le grand club, le premier grand club à lui donner sa chance. Manchester United. Ah les mecs sont pas rancuniers, hein. Mais ils auraient peut-être dû au final. Parce qu'en 2009, qu'est-ce qu'il fait ? Il part encore à Manchester City pour devenir l'entraîneur adjoint de Pellegrini, de Mancini et de Guardiola. Ah, le mec sait se placer en tout cas. D'ailleurs, moi aussi, je vais en profiter pour me placer. Pense bien à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies cette vidéo et pense à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et pour me soutenir dans mon travail. Carlos Tevez de Manchester United à Manchester City. Celui-là, j'en suis sûr que tu t'en souviens très bien. On l'avait fait passer pour un mercenaire à l'époque pour avoir troqué le légendaire Manchester United pour le nouveau riche Manchester City. Mais Carlos Tevez, il en avait surtout marre d'être la 5e roue du carrosse. Il en avait marre de passer derrière Rooney, Ronaldo et Berbatov. Au moins à City, il y avait tout à construire. Il y avait une place de titulaire indiscutable qui l'attendait bien au chaud et une place de star du club qui lui tendait les bras. Et oui, c'est important pour Carlos de se sentir aimé. Sauf que 2 ans plus tard, l'histoire se répète et il se retrouve de nouveau barré par des joueurs stars. Edin Dzeko, Sergio Agüero, David Silva et même Balotelli passent devant lui. Gros clash avec Roberto Mancini lors d'un match contre le Bayern où il refuse d'entrer en fin de match. Les supporters sont excédés par ce comportement d'enfant gâté. Mancini est fou de rage. Il lui demande des excuses s'il veut avoir une chance de revenir dans l'équipe et lui refuse. Là, autant dire qu'à Manchester City, c'est terminé. Les supporters de City ont été tellement excédés par ce comportement d'enfant gâté qu'ils ont loué une benne aux couleurs de City et de United pour tourner dans la ville pour que chacun puisse jeter son maillot floqué Carlos Tevez. Bon, il voulait se venger donc en partant de Manchester United, je sais pas si franchement c'est réussi, par contre il aura au moins réussi à mettre toute la ville d'accord. Sol Campbell, le Judas londonien, l'homme dont on ne peut toujours pas prononcer le nom à Tottenham, même aujourd'hui, 20 ans après, et certainement le joueur qui a le plus souffert d'avoir trahi son club. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la Première Ligue, mais j'ai quand même l'impression que son transfert de Tottenham à Arsenal en 2001 est la plus grande trahison de l'histoire de la Première Ligue. Celle qui a le plus traumatisé un club. Bon, en même temps, on peut comprendre les Spurs, il y a de quoi avoir le seum. Le prodige qui a gravi tous les échelons au club depuis ses 15 ans, l'un des meilleurs défenseurs anglais du moment et l'une des rares satisfactions de ton équipe. Non, parce qu'il faut se souvenir de ce que valait Tottenham sportivement à ce moment-là, hein. Ça valait guère plus qu'un Southampton. À ce moment-là, voir Sol Campbell partir pour Arsenal, mais c'est le pire truc qui pouvait leur arriver les pauvres. Surtout que Campbell disait toujours « Je ne pourrai jamais jouer à Arsenal ». Et le pire, c'est qu'il part gratos. Ça aussi, ça rajoute au traumatisme. Surtout que c'est la première fois dans l'histoire du championnat anglais qu'une grande vedette profite de l'arrêt Bosman pour partir libre à la fin de son contrat. Ça rajoute de la frustration, forcément. D'autant plus que Tottenham lui avait proposé une prolongation et une augmentation, sauf que Campbell avait estimé qu'elle n'était pas suffisante et que Tottenham ne lui donnait pas suffisamment de garantie de jouer l'Europe, de jouer la Ligue des Champions. Bon, qu'il était ambitieux et qu'il voulait un contrat à la hauteur de son talent, je peux le comprendre, surtout qu'il devait avoir pas mal d'offres. Mais il ne part pas à Arsenal, va pas me faire croire qu'il n'avait pas d'autres très grands clubs qui le voulaient. Ferguson par exemple était très fan de lui, mais non. Il a été séduit par Arsène Wenger et il fera partie de l'équipe des Invincibles. Concrètement, il a eu ce qu'il voulait.
Mais par contre, il va énormément souffrir de ce transfert. Chacun de ses déplacements à White Hart Lane était une démonstration de haine. Et lors du premier retour, dans un match où tout le stade n'avait pour but que de déverser sa haine sur Campbell à coups d'insultes et de banderoles flanquées du mot Judas, je donne un petit exemple de chant chanté ce jour-là. Où que tu sois, tu es proche de la démence, on s'en fout si tu es pendu à un arbre parce que t'es un Judas de merde avec le sida. Poétique, hein? Et bien ce jour-là, parmi tous ces supporters enragés, Sol Campbell, en regardant dans la tribune, a aperçu son propre frère. C'est terrible. Sir Alexander Matt Busby. Non, pas Ferguson, désolé. Pourtant, il est écossais, manager de Manchester United, mais non. Mais ça n'en reste pas moins un monument du football anglais. Surtout en tant qu'entraîneur. Il a écrit quand même quelques pages de l'histoire de Manchester United. Je suis sûr que tu as déjà au moins entendu parler de ces Busby Babes. 5 titres de champion d'Angleterre, une coupe des clubs champions, 13 trophées au total durant ses 24 ans sur le banc d'Old Trafford. Il a même survécu au crash aérien de Munich en 58. Clairement, le nom de Matt Busby est au panthéon de Manchester United. Le problème, c'est son passé en tant que joueur. Il a joué pour 2 clubs en tout et pour tout dans sa carrière. Et en tant qu'idole de Manchester United, je crois qu'on ne peut pas faire pire. Manchester City pendant 8 ans, puis Liverpool pour les 4 dernières années de sa carrière. C'est quand même incroyable. Les 2 plus grands rivaux. Et c'est précisément du côté de Liverpool qu'on a encore les boules, même aujourd'hui. Parce qu'à la fin de sa carrière, les Reds lui proposaient une reconversion au sein du club, lui proposaient d'entamer une carrière d'entraîneur. Il lui proposait d'être l'entraîneur adjoint du coach principal. Sauf que Matt Busby, lui, avait beaucoup d'ambition et des idées très précises. Il n'aimait pas la philosophie de jeu de Liverpool et surtout, il voulait un contrôle total sur le management du club. Et ça, à l'époque, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, le manager anglais, on connaît, c'est même une tradition. À l'époque, c'était totalement inédit. Liverpool refusait totalement. Manchester United, par contre, lui ont tout offert. Entre un rôle de manager total et un rôle d'entraîneur adjoint, bah forcément le choix est quand même assez vite fait. D'autant plus qu'à l'époque, il ne voyait pas forcément le mal à partir à Manchester. À l'époque, la rivalité entre les 2 clubs existait, bien sûr, mais elle n'était pas encore aussi exacerbée qu'aujourd'hui. Et certainement que la réussite monumentale de Matt Busby à Manchester United a contribué à exacerber cette rivalité. Michael Owen, la légende de Liverpool qui finit salement à Manchester United. Il n'y en a pas eu beaucoup, des joueurs qui sont passés de Liverpool à Manchester ou de Manchester à Liverpool, mais celui-là, il est quand même pas mal. Bon, lui au moins a eu la décence de ne pas faire le trajet direct. Il a quand même fait quelques escales, d'abord au Real, puis à Newcastle. Sauf qu'à la fin de son passage à Newcastle, il s'est retrouvé en fin de contrat avec aucun club qui ne s'intéresse à lui. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Classique. Il passe un coup de fil à son ex. Sauf que son ex lui dit « Je sors déjà avec un goléador espagnol et je prévois déjà de le remplacer par un cannibale uruguayen. » Bon bah, c'est mort. Et dans le même temps qu'il se réveille, Sir Alex Ferguson vient lui proposer un contrat. Bon bah à un moment, il faut savoir oublier son ex, il y a une carrière à gérer. Bon, on ne peut pas dire par contre que ce fut une grande réussite. 3 buts en 31 matchs répartis sur 3 saisons. C'est moche. Derrière, il a fini sa carrière 1 an après une pige à Stoke City. Moi, j'appelle ça le karma. Allez, un dernier pour conclure, et celui-là, je suis quasiment sûr que tu ne connais pas. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps qu'il est parti d'Everton pour Liverpool, c'était en l'an 2000, Nick Barmby. Cela faisait à ce moment-là 40 ans qu'aucun joueur n'avait troqué Everton pour Liverpool directement. Bon, clairement, on parle pas d'un joueur de légende, ça n'a pas non plus été un énorme traumatisme, mais au moins, ça me donne un traître pour illustrer la rivalité entre Everton et Liverpool. Et même si c'était pas une méga star, les supporters d'Everton l'avaient quand même eu sacrément mauvaise à l'époque. Mais bon, ils ont certainement dû se consoler en le voyant faire un flop chez le rival, puis en terminant sa carrière de manière on ne peut plus anonyme. Au final, son seul fait d'armes, c'est d'avoir marqué pour 6 clubs de première ligue différents. Bon, c'est déjà pas mal. Paraîtrait aussi que Pelé l'avait annoncé comme un futur grand joueur, et comme souvent quand Pelé annonce un successeur potentiel, ça foire bien comme il faut. Freddy Adu, on t'embrasse. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux que je continue la série des plus grands traîtres avec par exemple
la Liga ou la Serie A, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas le petit pouce bleu, toujours très important pour le référencement, l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos et pour m'aider à grandir sur cette chaîne. On se retrouve samedi prochain, 11h30 pour une nouvelle vidéo. En attendant, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tout est dans la description, te gêne pas. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.